Bonjour et bienvenue à Coram Deo, l'émission qui discute devant le monde pour vivre devant Dieu. Mon nom est Pascal Denon, je suis pasteur de l'Église réformée baptiste du Québec. Et du Québec, nous nous transportons à presque l'autre bout du monde puisque mon invité se trouve à l'île Maurice. Il s'agit de Dan Van Ketechalum. Bonjour Dan. Salut Pascal. Ça fait grand plaisir de te retrouver à l'émission. On va parler de toi aujourd'hui, on va parler de ton pays. Mais donc, Dan est un ami depuis quelques années. On se connaît surtout par réseaux sociaux interposés. On a fait des FaceTime ou des trucs du genre, mais il me donne un bon coup de main. Avec tout ce qui est graphisme dans mon ministère. C'est toi qui as designé le logo de Coram Deo et plusieurs des visuels pour les séries de prédication. Et tu as refait même le site du héros dans le passé, un héros dans le net. Le logo du héros, finalement, tout mon design, c'est toi. Par contre, quand vous voyez un design pourri, c'est souvent parce que Dan n'est pas disponible, c'est moi qui le fais. Et là, je me fais une vignette qui est complètement ratée. Mais vous voyez, un des objectifs, pourquoi j'aimerais avoir des partenaires à Coram Deo et du soutien, c'est pour pouvoir travailler en collaboration avec des frères et pas le payer avec des arachides, mais avec de la vraie argent sonnant, parce que tout le travail que mon frère a fait, il l'a fait par amour avec son temps libre. Et donc, j'en profite pour te remercier publiquement pour ces dons sacrificiels au fil des ans, mon cher frère. Alors, aujourd'hui, on veut parler de l'œuvre de Dieu à Maurice. Et puis, je me suis dit, c'est un peu dans le ton de... C'est exotique, c'est loin pour nous. Et quand on parle des îles et des océans, on pense à la mission. Eh bien, notre sponsor d'aujourd'hui vous recommande ce livre de Andy Johnson, La Mission. C'est dans les livres de la série Nine Marks, donc des très bons livres ecclésiocentriques qui traitent de plein de sujets liés à l'Église locale et à sa mission. Donc, un livre de 173 pages. Vous avez un lien, si ça vous intéresse, pour le retrouver facilement chez Publications chrétiennes. Il y est question du fondement biblique de la mission. C'est important de réfléchir au fondement, aux priorités, à la façon de soutenir la mission de la bonne façon, les partenariats pour faire la mission et voilà, plein de sujets de ce type. Donc, n'hésitez pas à vous le procurer et n'hésitez pas également, si vous désirez nous faire un don pour avancer le travail de Coram Deo, soutenir les différents coûts d'opération du ministère et de collaboration avec des ouvriers qui servent. Et si on peut parfois leur donner un petit quelque chose, on se sent moins mal de leur demander de l'aide dans ce temps-là. Alors, mon cher Dan, peux-tu te présenter à nos auditeurs? Tu n'étais pas un pasteur, mais tu commences un peu l'œuvre. Mais parle-nous de ton arrière-plan, de ta conversion à Christ, de ta situation actuelle. Et ensuite, on pourra parler plus spécifiquement de l'île Maurice et de ce qui s'y passe. Yes. Donc d'abord, merci Pascal pour l'invitation. Et je peux te dire que c'est un plaisir de travailler avec toi aussi au fil des années. Le Seigneur équipe son Église et il nous a donné différents talents, différents dons. Et donc, j'aide avec mon talent et mes dons dans le graphisme. Donc, c'est un vrai plaisir parce que aujourd'hui, surtout dans les médias, il y a pas mal de fausses doctrines. Mm-hmm. Et quand on voit de la manière que c'est présenté, on va dire que c'est très, très bien présenté au niveau design. Et c'est souvent dommage pour ce qui est de la saine doctrine. Ouais. Parce que nos frères et sœurs, ils manquent peut-être de connaissances, de maîtrise dans ces domaines-là. Mais comme je te dis, donc on est reconnaissant d'être là, de pouvoir t'aider. J'ai été béni justement de cette aide au fil des années, cette fraternité, cette relation qui a été bâtie. Donc vraiment reconnaissant pour ça et le moment que tu me donnes,
aujourd'hui sur Coram Deo à me présenter et parler justement de la mission à l'île Maurice, comment l'évangile a été propagé au Hmm. travers des hommes et des femmes qui ont été fidèles. Voilà, moi, comme tu l'as dit, je m'appelle Dan, Venkatachelum, ça se dit Venkatachelum, c'est d'origine tamoule. J'habite à Maurice, une petite île des Mascarins. Donc les Mascarins, c'est 3 îles, La Réunion, île-Rodrigue et Maurice. Est-ce que C'est juste c'est à trois côté de la grande pays île. ou c'est... Ouais, ça OK. s'appelle les îles Mascarins. C'est sur le plateau Mascarin et c'est juste à côté de la grande île Madagascar. Donc ouais, j'ai pas vraiment quitté l'île de toute ma vie. C'est là où j'ai grandi et où je travaille actuellement aussi comme graphiste pour une agence de communication. Et donc voilà. Au niveau de ma foi, je suis chrétien protestant hein, de la tradition réformée baptiste pour être plus exact, la 1689 que Amen. j'adopte. Alléluia. Je suis aussi un grand passionné de la mer et de la pêche. D'ailleurs, Wow. mon pasteur et d'autres frères m'appellent parfois pêcheur d'hommes et pêcheur de poissons. Donc ouais, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. D'ailleurs, mon grand-père était pêcheur de profession. Euh, donc ouais, voilà un petit peu. Et aussi, je suis également étudiant à la faculté Jean Calvin en Aix-en-Provence, la France, et pour laquelle en fait je suis vraiment reconnaissant d'y poursuivre ma formation théologique. C'est bien riche et j'en suis vraiment reconnaissant, Hmm. Seigneur. Ouais, ben on rend grâce à Dieu hein, pour ces moyens de technologie qui permet, donc sans quitter l'île, de te former en théologie, de nous parler, voilà, on est quoi, à peu près 9 heures sur différents fuseaux horaires, là, 9 heures de décalage. Est-ce que vous êtes africain ou vous êtes plutôt aligné sur l'Inde? Alors, ça, c'est une très bonne question parce que je ne pourrais pas te dire actuellement à OK. cause de notre situation politique Ouais, où ouais. on se situe exactement. OK. Mais officiellement, on fait partie de l'Union africaine. OK. Donc, Maurice est classé parmi les nations africaines. Mais on travaille, surtout avec le gouvernement actuel, Maurice travaille étroitement avec le gouvernement de l'Inde. Mais on a un rapport avec l'Inde surtout par rapport au fait que euh, la majeure partie de la population, je dirais peut-être 40 ou 50% même, pour cent de la population, c'est des descendants en fait de laboureurs qui venaient de l'Inde. OK. Ben, justement, si Ouais. tu peux nous donner un petit aperçu de l'île, de son histoire, ses habitants, grosso modo, son économie, sa culture, sa politique, forcément un cours magistral, là, mais un survol rapide pour qu'on ait une idée générale, là, parce qu'on a entendu l'île Maurice, on sait que c'est quelque part dans l'océan Indien, mais c'est à peu près tout. Je parle pour les Québécois, là. Mais si tu peux nous en dire un petit peu plus. D'accord. Donc ouais, je te fais un petit cours histoire géo en quelques secondes. Donc Maurice, c'est une île tropicale qui fait environ 2000 km². C'est à peu près 4 fois la ville de Québec pour 1,3 million d'habitants. Maurice est prisé pour ses belles plages et se présente en fait au monde comme destination de rêve pour les touristes. Euh, donc c'est d'ailleurs un secteur d'économie qui nous est très important, un pilier de notre économie d'ailleurs. Et en tant que pays, on va obtenir l'indépendance des Anglais en 1968, donc il n'y a pas si longtemps que ça. C'était une Et à colonie savoir l'île anglaise, donc. exacte. C'était d'abord, bon, je vais en venir, à savoir l'île était d'abord découverte en fait par les marins arabes et ils donnèrent l'île ils l'appelèrent Dina Rubin par rapport au fait que c'était une île paradisiaque. Et plus tard, en fait, les Hollandais vont découvrir l'île en 1598. Et c'est eux d'ailleurs qui vont donner à l'île le nom de Maurice.
Et c'est en hommage, en fait, au prince Maurice de Nassau. Et si tu ne le connais pas, Maurice de Nassau, c'est un Dutch Reformed, Ah oui, bon. le Prince of Orange, qui a même étudié dans sa jeunesse dans la sainte ville d'Heidelberg. Ah bon. Vous avez un bon patronyme, hein? Donc les Hollandais, c'est eux qui vont s'installer, ils vont faire la première colonie à Maurice. Et bien entendu, ceux qui viennent s'installer sont de la même foi que le prince, euh, qui veut dire que la première religion à s'installer sur l'île, c'est la chrétienté et la chrétienté réformée. Mais malheureusement, en fait, la colonisation sera brève. Il n'y aura jamais d'implantation d'église par les Hollandais ici, parce que la colonie débute en 1638, mais avec des intempéries, la maladie et toutes sortes de problèmes. Ils vont abandonner complètement l'île en 1710. Et ensuite, quelques années après, Maurice deviendra une colonie française en 1715 et les Français vont la renommer Île-de-France. C'est d'ailleurs eux qui vont développer l'île, les infrastructures, les champs de canne à sucre et beaucoup d'autres choses sur l'île. Ils vont ramener pas mal d'esclaves du Madagascar et des pays africains pour travailler justement dans les champs pour développer l'île. Mais toutefois, en 1810, après des mois de lutte avec les Français, les Anglais finissent par conquérir l'île. En 1814, le traité de Paris confirme que Maurice, Rodrigue et Seychelles deviennent des territoires anglais. Et l'île va reprendre le nom de Maurice et Mauritius, et l'anglais deviendra la langue officielle du pays. Et l'occupation anglaise, en fait, va continuer jusqu'en 1968, quand Maurice aura finalement son indépendance. Ah ben, on a des points communs au niveau de l'histoire, parce que bon, nous aussi, on était une colonie, c'était la Nouvelle-France, conquise par les Anglais. Voilà, donc c'est un mélange de cultures qui nous vient à la fois de notre mère patrie, la France, mais aussi de l'Empire britannique. Yes. Et au niveau des habitants actuels, Maurice, c'est un pays multiethnique. Comme je t'ai dit au départ, on a des racines de l'Afrique, du Madagascar, de l'Inde et de la Chine. Et c'est en fait grâce aux colons français et anglais que l'île doit son mélange de culture et de langue. Les Anglais, d'ailleurs, ils vont ramener des milliers de laboureurs de l'Inde et de la Chine. Et de manière générale, comme je t'ai dit, on parle 3 langues, l'anglais, le français et le créole. Maintenant, en termes d'économie, Maurice est un pays en développement. Elle fait partie de l'Union africaine et possède l'un des économies les plus compétitifs de toute l'Afrique. Ah oui. Et sur le plan international, Maurice attire de nombreux investisseurs qui perçoivent le pays comme parfois un paradis fiscal avec un taux de taxation inférieur aux pays européens. Et au niveau politique, je dirais qu'on est relativement stable, mais la corruption est bel et bien présente. Au point même où souvent on n'a pas tout à fait la liberté de critiquer le gouvernement sous peine d'être mis en prison ou toutes sortes de choses. Bon, c'est compliqué. Mais ouais, voilà. Au niveau de la culture, c'est très varié en raison des différentes origines des personnes qui sont établies sur l'île. En termes de la nourriture, les plats locaux, les vêtements, la musique, c'est très bien varié et on partage tout en fait. Y a personne qui va vraiment dire ça m'appartient à moi, je veux pas te le partager. En fait, tout est mauricien. On se partage tout. Il y a rien qui est plus mauricien que l'autre. Et on peut dire aussi que au niveau de la religion, il y a un peu de tout. Mais en termes de la majorité, c'est les hindous, l'hindouisme, le catholicisme et l'islam. Il y a d'autres mouvements tels que les adventistes, les mormons,
les témoins de Jéhovah, les Baha'i, et sans oublier bien sûr les pentecôtistes, qui sont très nombreux sur l'île maintenant, quand même après presque 50 ans qui sont présents sur l'île. Je dirais qu'ils sont vraiment nombreux. Hmm. Et en minorité, on va retrouver les églises évangéliques et les églises baptistes. Là, j'utilise le terme évangélique dans le sens plus étroit, en termes de dénomination. D'accord, d'accord. Est-ce que c'est une cohabitation pacifique dans ce pluralisme religieux? Est-ce que la majorité hindoue a tendance à être un peu radicale vis-à-vis des dissidents? Alors, encore une fois, une très bonne question, parce que l'histoire de notre île est malheureusement tachée par des guerres raciales, euh, notamment à Port-Louis, parce que je sais, entre les musulmans et la population créole, les descendants des esclaves. Mais enfin, c'est assez compliqué parfois le terme créole, parce que le terme créole désigne toute personne qui habite l'île, en fait. Mais souvent, ceux qui ont une tendance raciste, ils vont dire que les descendants d'esclaves sont ceux qui sont les vrais créoles. Mais je ne partage pas le même avis. Donc ouais, il y a eu ces bagarres-là, suite surtout à la mort d'un fameux chanteur de reggae, Maurice, qui a été assassiné dans sa cellule de prison. Donc il y a eu des émeutes dans les années 90, qui a vraiment quand même assez secoué l'île. Mais je dirais qu'aujourd'hui, les tensions sont relativement bas. Euh, mais parfois, il y a toujours des groupes qui sont assez Mm. radicaux, pardon. Et peut-être chez les hindous, il y a déjà un groupe comme ça. Il y a aussi chez les musulmans et chez la population créole. Donc, ouais, c'est, on est reconnaissant pour la paix que le Seigneur nous donne pour l'instant et la liberté de proclamer l'évangile librement. Mais ouais, c'est pas évident. Mhm. Mhm. Mais moi, je dirais que j'ai pas vraiment connu tout ça. C'est plus mes parents. Euh, mais ouais. OK. Merci pour un peu ce topo général, à la fois survol historique, mais ce tour d'horizon de la situation actuelle de l'île. Je présume que l'île Maurice et le pays Maurice, là, c'est synonyme en termes, je veux dire, il y a une seule nationalité Ouais. En sur... fait, avant, on disait l'île Maurice, mais avec la globalisation et le fait que l'île se présente comme destination touristique, c'est devenu plus simple de l'appeler Maurice. Et d'ailleurs, OK. c'est comme cela que Maurice fait son petit marketing. Euh, donc, on Donc, on peut dit dire l'île Maurice tout Maurice court. ou Maurice. C'est la même chose. C'est bon. Ben, je vais dire à ma femme, je m'en vais chez Maurice, voir mon ami Dan, faire une petite destination sud. Ça serait sympa, en tout cas, d'aller te voir et d'aller voir ton pays. Mais si tu peux continuer à nous parler de votre situation et plus spécifiquement de l'état de la foi chrétienne. Raconte-nous un peu l'histoire de l'Église, si on peut parler ainsi, sur l'île Maurice et quel est l'état actuel là, de la réforme présentement sur l'île, puisqu'on on est intéressé surtout à cette branche de la foi chrétienne. Yes, avec plaisir. Euh, donc, puisque c'est une île retirée, tout ce qu'on a eu, c'est l'importation, c'est les gens qui sont venus d'ailleurs, qui l'ont emmené. Et bon, on est quand même reconnaissant pour tout ça, hein, surtout pour justement les missionnaires qui ont fait des kilomètres en bateau à l'époque, en mer, braver les vagues et tout, pour se rendre sur l'île. Et à savoir, en fait, l'île est aussi appelée la clé de l'océan Indien. C'est le terme que les Anglais ont donné à l'île, en raison de sa position stratégique au milieu de l'océan Indien et parce qu'elle se trouvait
tout au milieu et en route vers l'Inde. Donc il y avait un port, il y avait deux ports. Et donc, ils faisaient escale parce que l'Inde était très important pour l'Empire britannique. Donc, Maurice était un pays assez important du coup. Donc, c'est en l'histoire de la chrétienté, on va dire, ça remonte avec les Français, avec l'Église catholique qui va s'y installer en 1722. Donc, il y a la colonisation française de l'île. Ils ont environ, en fait, deux prêtres et deux laïcs pour les efforts d'évangélisation des esclaves sur l'île. Donc, c'est ce que fait l'Église de Rome. À savoir, à cette époque, le fameux Code noir était sorti. Si je ne me trompe pas, c'était un des édits du roi Louis XIV. Ça parle notamment du traitement des esclaves chrétiens, catholiques, comment les traiter, etc. J'ai lu quelques pages et je peux te dire c'est horrible. Mm-hmm. La façon que on préconise la manière de traiter les esclaves, de les punir, de les mettre à mort, etc. Bref, comme propriété, des choses qu'on ferait même pas à nos animaux de compagnie aujourd'hui, je dirais, des atrocités qui se faisaient à l'époque. Donc voilà, les catholiques s'installent. Il y a parfois, en fait, des trucs qui sont vraiment pas corrects. Par exemple, des esclaves qui étaient convertis au catholicisme et ils n'ont pas droit, leur cercueil ne rentre même pas à l'intérieur de l'église, à la cathédrale. Ils restent en dehors parce qu'ils sont esclaves. Et c'est des choses qui ont quand même offusqué pas mal de personnes, même des fois catholiques, qui étaient là à l'époque à Maurice. Mais ouais. Mais l'Église catholique est surtout connue pour le Père Laval, qui était un missionnaire envoyé de France. Lui, par contre, fait beaucoup de bonnes œuvres et aidé beaucoup les esclaves. Il est souvent appelé l'apôtre aux pauvres. Donc, il a un statut assez important ici à Maurice. Bon, bien sûr, en tradition bien catholique, ils vont chaque année faire des pèlerinages à son tombeau pour déposer des gerbes, faire des prières, etc. Donc, je dirais que l'Église catholique, avec toutes sortes d'inventions, est toujours là, bien présente. Mais ouais, c'est eux les premiers arrivés. Et ensuite, en 1810, avec la colonisation de l'île par maintenant les Anglais, donc l'Église d'Angleterre, les Anglicans, s'installent. En 1812, le révérend Henry Shepherd devient le civil chaplain de l'Église à Maurice. Donc, il n'y a toujours pas d'évêque. Ils auront un évêque seulement en 1854, Vincent William Ryan, et sera le premier évêque anglican de Maurice. Et ensuite, en 1813, puisque l'île est sous contrôle britannique, donc les missionnaires américains et même de l'Angleterre, ils peuvent passer. Ils font passage à Maurice en partant vers l'Inde. Et justement, en 1813, le fameux Adoniram Judson, missionnaire baptiste, il va atterrir sur l'île alors qu'il était en voyage vers l'Inde. Donc, il avait au départ l'espoir d'y établir une œuvre missionnaire baptiste, mais pour des raisons que je connais pas moi-même, il va changer d'avis. Et comme on sait, il va partir en Inde et plus tard vers la Birmanie. Mais il y a jusqu'à maintenant pas d'église baptiste. En 1814, et là ça devient peut-être un peu plus intéressant, ça touche un peu plus à la réforme, missionnaire protestant, il s'appelle Révérend Jean-Joseph Lebrun. Donc tu vas reconnaître, c'est un nom français, mais il est quand même envoyé par la London Missionary Society le 8 mai 1814. Et la London Missionary Society, c'était une société interdénominationnelle. Donc il y avait des frères de méthodistes, de baptistes, presbytériens, etc. Ils travaillaient ensemble pour la proclamation de l'évangile dans le monde entier. Et Jean-Joseph Lebrun est 2 fois réformé. Il était presbytérien. Il est, comme je t'ai dit, d'origine française.
Ses parents étaient natifs de Saint-Malo, dans la Bretagne, où ils étaient persécutés par les catholiques, comme on sait. Je ne sais pas s'ils étaient huguenots, mais ils étaient définitivement protestants. Et donc, ils vont se réfugier sur l'île de Jersey, qui était sous contrôle britannique à l'époque. Et c'est comme cela que le jeune Jean Lebrun va se retrouver en Angleterre et être formé, etc. D'accord. En venant à Maurice, où il va passer d'ailleurs plus de 50 ans, à œuvrer, à proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il sera le pasteur d'une église presbytérienne indépendante, donc qui n'était pas connectée à une dénomination internationale, etc. C'était une église presbytérienne indépendante. Il était aussi à construire des écoles, à enseigner gratuitement les démunis, les esclaves, à militer contre l'esclavage, pour le bien des esclaves affranchis. Bref, on va dire que c'était un homme qui proclamait la bonne nouvelle de l'Évangile, mais qui faisait des bonnes œuvres pour que le Père en soit glorifié. Et dans les années 1840, c'est maintenant au tour de l'Église d'Écosse, l'Église de John Knox, qui va envoyer des missionnaires sur l'île. On parle d'un certain révérend Patrick Beaton. Il a écrit un livre qui s'appelle Coolies and Creoles of Mauritius. Les coolies, en fait, sont les laboureurs indiens. Et les Creoles sont les esclaves et la population française blanche de Maurice. D'accord. Donc, est-ce que tu sais, je t'interromps, Dan, si le révérend Lebrun, est-ce qu'il parlait aussi le français? Je ne suis pas sûr, mais à ce que je sais, il avait traduit un catéchisme, le catéchisme qui était prôné par le London Missionary Society en créole. Okay. Donc, probablement. Donc, parce que probablement qu'à cette époque-là, il y avait du français et de l'anglais sur l'île, comme il y avait eu. Exact, parce qu'en fait, quand les Britanniques vont prendre l'île, il y aura un accord qui sera fait avec les habitants. Donc, les Français partent. Et l'accord, c'est que les Anglais doivent tout laisser intact. Donc, les religions et les colons français qui sont restés derrière. Et donc, les Anglais ne touchent à rien par rapport à ça. Okay. Donc, il y a un frottement par rapport aux cultures, les Anglais, les Français, etc. Donc, probablement, Jean Lebrun parlait le français. Ça m'étonnerait pas, d'ailleurs. Ouais. Donc, l'Église d'Écosse arrive avec ses missionnaires. Donc, puisque Jean Lebrun, en tant que bon presbytérien, se dit il peut pas y avoir deux églises presbytériennes à Maurice, il faut fusionner. Et donc, il fusionne, il y aura 2 ou 3 endroits où vous construisez et établir des églises. Lui, il était pasteur dans une église qui s'appelle Saint-Jean à Port-Louis, la capitale. Et Patrick Beaton, lui, était révérend et pasteur dans une église qui s'appelle St. Andrews. Et donc voilà, ils vont former officiellement l'Église d'Écosse à Maurice. Okay. Mais ce nom va devoir changer suite à l'indépendance. Le Parlement va demander à ce que le nom change. Bon, ça peut, je pense que c'est quelque chose de politique. Church of Scotland. Donc, ils vont l'appeler l'Église presbytérienne de Maurice. Mais ça aurait été bien aujourd'hui de dire voilà, l'Église presbytérienne toujours aussi solide. Mais malheureusement, et à mon avis, c'est une église qui n'est pas restée fidèle à la parole de Dieu et aux principes et aux fondements que Jean Lebrun avait déposés par rapport à la réforme et tout, et la doctrine, les doctrines de la théologie réformée. D'ailleurs, en fait, en 2016, ils vont établir une femme pasteur. Et écoute ça, le beau jour de la réforme. Ah oui, hein, en plus. Ouais, carrément. Permettez-moi de prendre un instant pour souligner l'importance cruciale de la formation théologique. Je suis très heureux de collaborer avec la faculté Jean Calvin d'Aix-en-Provence. C'est un établissement reconnu pour son enseignement biblique et théologique de très grande qualité. La faculté Jean Calvin offre une formation pour préparer de futurs pasteurs, mais aussi divers serviteurs en les équipant pour répondre à l'appel de Dieu sur leur vie. Que vous envisagiez le pastorat ou souhaitiez simplement approfondir votre compréhension de la Bible, de la théologie, des langues bibliques
et de l'histoire du peuple de Dieu, je vous recommande vivement les programmes de la Faculté Jean Calvin. Ils sont disponibles aussi bien sur le campus dans la magnifique région d'Aix-en-Provence que via la formation à distance, offrant une flexibilité optimale. Si vous voulez en savoir plus, consultez le site facultéjeancalvin.com. Est-ce que tu peux nous donner rapidement un peu une idée de aujourd'hui, là, si on prend un Polaroid, de peut-être les grandes lignes, là, la population chrétienne ressemblerait à quoi en pourcentage, mais aussi de ton point de vue de réformé baptiste, quels sont les défis particuliers pour les églises évangéliques et pour les pasteurs? Oui, bien sûr. Donc, il y a, comme je l'ai dit, les églises protestantes de Maurice, mis à part les anglicans et les adventistes, les églises protestantes ne sont pas reconnues par les autorités, par le gouvernement. Il faut donc s'enregistrer comme simple association auprès du gouvernement. Donc avoir un comité, le président, le trésorier, secrétaire, etc. Et à cause de ça, en fait, beaucoup d'églises vont être plutôt dirigées par un comité que par une pluralité d'anciens. Ce qui fait que, d'ailleurs, les églises évangéliques de Maurice sont dirigées de cette sorte, de la sorte, avec un comité qui préside et non pas les pasteurs. Et je pense que ça a contribué à ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de pasteur dans ces églises et il n'y a pas d'enseignement solide au niveau du pupitre. Il y a des gens qui viennent pour peut-être quelques années, mais qui repartent. Et c'est un constat assez triste, justement. Il y a beaucoup d'assemblées aussi, d'assemblées pentecôtistes, comme je l'ai dit au départ, ce qui fait qu'il y a beaucoup de sensationnalisme, de fausses doctrines. On parle surtout du prosperity gospel, qui a bel et bien fait son entrée à Maurice depuis des années maintenant. C'est surtout en fait les charismatiques et les pentecôtistes qui prônent cela. Il y a des églises qui sont du type NAR, New Apostolic Reformation, où ils disent qu'ils ont aujourd'hui des apôtres et des prophètes, etc. Et ces gens-là, ils attirent des foules, des gens après eux, après leur personne, et souvent pour leur donner n'importe quoi comme enseignement. Et c'est terrible en fait de voir toutes sortes d'églises s'ouvrir à gauche, à droite, à tout coin de rue. Et je ne suis pas en train d'exagérer quand je dis ça, coin de rue. Il y a partout des églises pentecôtistes. Donc ouais, je dirais que il y a beaucoup de gens qui se disent être chrétiens, et surtout il y a beaucoup d'étudiants africains à Maurice. Pour ceux qui ont eu l'expérience de les évangéliser, ils disent toujours être des chrétiens, mais sans vraiment pouvoir dire, expliquer la substance de cette foi, et de dire par exemple, oui, ça fait tant nombre d'années que je suis pentecôtiste, mais il n'y a pas une approche vraiment, ils se tiennent pas vraiment à la sainte doctrine. La parole de Dieu, je veux dire, est secondaire, c'est tout le temps à chercher les miracles, les signes, les prodiges, etc. Je pense que la parole n'est pas mise au centre, comme le ferait le bon protestant. Ouais. Donc c'est ça qui est un peu dommage, et je dirais, c'est un peu le constat général de la chrétienté sur l'île. En termes de la population des chrétiens, je dirais que à l'époque, on disait que c'était entre 60 000 à peu près, 60 000 chrétiens protestants. Et même là, je n'ai pas le pourcentage de combien d'entre eux sont de chrétiens fidèles. Donc, une vraie minorité à Maurice. Ouais. Donc, sur 1,3 million, on te dit la population? 1,3 million, donc c'est à peu près 4% de la population. OK. Tu inclus tout, protestants confondus, incluant les promoteurs de l'évangile de la prospérité, là. Redis la question, je n'ai pas compris. J'ai dit, dans les 60 000 chrétiens de foi protestante, ça inclut toutes les confessions confondues, incluant
ceux qui font la promotion de l'évangile de la prospérité. Exact. Oui, exact. Ouais. Les pentecôtistes, tous OK. les protestants sont... Et l'état de la Pas réforme, je présume, donc, il n'y a pas une tonne d'églises confessionnelles, s'il y en a? Exact. Donc, j'en viens à mon église, justement. Mon église actuelle, le Sovereign Grace Baptist Church, c'est une église qui va débuter comme une église de maison en décembre 2002. C'est par un frère, Jason. Il était un missionnaire américain et à l'époque, il œuvrait de base en Inde. Il se retrouve dans la providence de Dieu à Maurice. Et après avoir eu l'opportunité d'enseigner, il y avait un Bible Training Institute, la Mauritius Bible Training Institute. Donc, il va les contacter et se donner comme volontaire pour enseigner là-bas. Et c'est là-bas, en fait, qu'il va rencontrer mes pasteurs. Et il va enseigner les doctrines de la grâce, mais il sera très vite rencontré par une forte opposition. On va le mettre à la porte de l'institut et je crois qu'il a essayé de prêcher même dans une église baptiste, mais il n'a pas été reçu. À savoir en fait que ces vérités sont souvent contestées par beaucoup d'églises, même des églises baptistes. Donc voilà. Mais malgré cela, donc il va continuer les études chez lui à la maison et mes pasteurs vont continuer à le fréquenter, à partir dans ses études. Ils auront leur premier culte le 2 décembre 2002. Il y aura une vingtaine de personnes. Et de base, l'église, à cause des expatriés, des gens qui venaient un petit peu partout du monde, qui étaient là dans l'assemblée, ils vont appeler l'assemblée International Bible Fellowship. Donc, c'est plus tard qu'on va prendre le nom Sovereign Grace Baptist Church. Donc, l'implantation de notre église était très compliquée au départ. Parce que beaucoup d'églises locales, les évangéliques notamment, et d'autres églises à caractère anti-calviniste, ils vont qualifier notre assemblée de secte. Et donc c'était quand même assez compliqué pour beaucoup des membres de notre église. Mais en 2004, les anciens d'église vont acquérir une parcelle de terre à Roseville, qui se trouve, on va dire, presque dans le centre de l'île. Stratégique dans une ville assez peuplée. Et c'est là, en fait, où se trouve notre bâtiment de l'église. Et nous sommes aujourd'hui environ une trentaine de membres. Et nous avons aussi une petite assemblée sœur dans le nord de l'île, à Poudre d'Or. C'est un endroit, un village. Donc, on a des frères et sœurs qui sont là-bas. Et l'église, en soi, est membre du réseau FIRE, F-I-R-E, Fellowship of Independent Reformed Evangelicals. Nous avons aussi des contacts avec des églises en Inde. Oui, Pascal, dis-moi. Je suis déjà allé à un rassemblement de FIRE aux États-Unis, je pense que c'était en 2014 dans ce coin-là. Je connais plusieurs personnes qui font partie du Ils font des conférences chaque année, si je ne me trompe pas. Ouais. OK. Est-ce que sur l'île, il y aurait d'autres églises qui adhèrent à la théologie réformée que la vôtre? À ce que je sache, non. Wow. OK. Fait que... Ouais. Parce que chaque année, quand il y a au jour de la réforme, surtout le dimanche de la réforme, ou même avant, on fait on ouvre l'église pour inviter, on fait des articles dans les journaux pour inviter tous les chrétiens de l'île de venir pour entendre l'histoire de la réforme protestante. Mais il n'y a personne vraiment qui vienne. Écoute... Donc l'église, nous sommes malgré cela en contact avec beaucoup d'églises en Inde, au Madagascar, en Sud-Afrique. Et parce qu'en fait, on pense que les églises qui sont like-minded, qui professent les mêmes vérités, doivent être solidaires et s'entraider dans l'œuvre du Seigneur. Et c'est d'ailleurs pourquoi toi et moi, nous sommes collaborateurs, n'est-ce pas? Voilà, exactement. On essaie de s'entraider comme on le peut. En terminant, Dan, peut-être nous dire un peu, tu nous as déjà donné avec ce survol une idée des défis, à la fois à combattre peut-être le christianisme nominal qui ne veut pas dire grand-chose, là, qui n'a de chrétien que le nom, la tendance
du charismatisme extrême qui tombe dans l'évangile de la prospérité. Quels sont les défis particuliers, mais en même temps les requêtes de prière pour lesquelles on pourrait prier pour Maurice et pour les chrétiens et puis l'avancement de l'œuvre du royaume? Bien sûr. Donc, je dirais, puisque je ne suis pas pasteur, j'ai aussi pris l'avis de mes pasteurs et euh, des gens qui sont dans le ministère depuis des années. Et je pense que pour la plupart d'entre eux, ils ont dit que s'il y a bien quelque chose qui manque, un grand défi des églises évangéliques et des pasteurs, c'est en fait euh, qu'il faut retourner à la Grande Commission. Il faut un retour vers la Grande Commission, faire des disciples, les enseigner à obéir les paroles du Seigneur. Parce que je pense, comme je t'ai dit, il y a beaucoup de gens qui professent la foi, où il y en a d'autres qui sont religieux, qui font la bonne affaire de venir à l'église le dimanche, parce que moralement, c'est une bonne chose de venir à l'église, mais sans implication, de vie donnée à Christ vraiment dans les églises locaux. Donc ouais, il faudrait que les églises, les leaders, les pasteurs retournent vers cette emphase de la Grande Commission et qu'on a, je pense, négligé. Euh, ouais. Et aussi, les pasteurs eux-mêmes sont un défi parce qu'il y a beaucoup qui prennent le pupitre, et je dis pas ça pour attaquer personne, qui prennent le pupitre sans être formés, souvent avec une autre opinion d'eux-mêmes. Je connais même des gens qui parlent parfaitement l'anglais ou le français, mais qui souhaitent parler en anglais parce qu'ils sonnent mieux et avoir un traducteur qui soit là parce qu'ils veulent épater les gens avec de l'anglais. Donc des trucs quand même qui sont un peu bizarres parfois que les gens font sur le pupitre pour attirer l'attention sur eux. Donc voilà, en fait, il faut des pasteurs en fait qui ne mettent pas l'emphase sur eux, mais comme Jean-Baptiste le dit, que ce que Christ augmente et que l'homme diminue, que nous diminuons, surtout sur le pupitre devant la parole de Dieu. Et aussi, un grand défi, c'est le combat des fausses doctrines. Et en fait, c'est tellement subtil parfois quand on a des membres d'église qui sont pas bien fondés dans les Écritures, de vite avaler et d'être portés par les tout vents de doctrine, comme la parole nous dit. Et je pense qu'il y a un vrai travail à faire par les églises qui sont fidèles à Dieu, de combattre les fausses doctrines. Et pour ajouter aussi, je pense que en tant que Mauricien, c'est vrai qu'on a beaucoup d'aide. On a eu, comme je l'ai dit, beaucoup de missionnaires à Maurice. On en est vraiment reconnaissant pour leur vie donnée, et reconnaissant au Seigneur pour ça. Mais je pense que les Mauriciens eux-mêmes doivent apprendre à ne pas dépendre uniquement des missionnaires étrangers, mais eux-mêmes de donner toute leur vie et de servir fidèlement, de prendre cette tâche, d'avancer l'évangile à Maurice, de donner nos vies. Donc ça demande vraiment un effort important de nous-mêmes, les Mauriciens. Et ensuite, je dirais aussi, il faut des hommes qui équipent les chrétiens à ne pas se conformer au siècle présent. Pour faire un petit peu allusion au livre de l'Apocalypse, les chrétiens qui voulaient plutôt être tièdes ou ressembler à leur entourage. Je pense que beaucoup tombent dans ce piège, surtout parmi les jeunes. C'est pas uniquement les jeunes, mais surtout ceux qui se disent être chrétiens. Mais il y a cette tendance à accommoder le monde dans l'Église et se fondre dans la masse. Ouais. Je pense qu'on est appelé à nager contre courant, mais c'est ça. Donc il faut équiper les chrétiens à comprendre leurs priorités, à mettre le royaume de Dieu en avant. Donc voilà un peu pour les défis. Si tu veux, je te partage vite fait les sujets de prière. Oui, ben écoute, déjà que les défis, on en voit quelques-uns, mais ouais, si tu peux nous résumer ça, disons, en trois points pour que ça soit facile à se rappeler les requêtes de prière. Oui, sans problème. Déjà, prier pour qu'il y ait un retour à la proclamation de l'Évangile et de faire des disciples et que le Seigneur soulève lui-même des ouvriers pour cela.
Ensuite, prier pour que des hommes de Dieu, pour des hommes de Dieu qui enseignent correctement la parole de vérité. Et finalement, de prier pour les jeunes. En typant cette requête de prière, je fais, j'ai beaucoup réfléchi. Je pense que la nouvelle génération, qui a souvent tendance à quitter le pays en raison de la situation économique ou pour plus d'opportunités ailleurs, et c'est dommage parce que l'Église perd ses jeunes et la prochaine génération. Mais je pense que l'Église doit investir justement dans la formation des jeunes chrétiens pour Amen. que les églises bibliques continuent à exister à Maurice. Bien sûr, le Seigneur est fidèle, mais nous avons aussi notre responsabilité. Et je pense que c'est une requête de prière importante pour nous aujourd'hui à Maurice. Ben, j'invite les auditeurs à faire ces requêtes, à penser donc aux Mauriciens, à penser à leurs frères et sœurs qui sont là, qui ont besoin d'être affermis, de s'assurer d'être fidèles pour passer le flambeau à la prochaine génération. Et on va prier pour vous, on va prier pour toi aussi, frère, en y reconnaissant que le Seigneur t'attire vers le ministère, puisque j'imagine que tu aspires à cette charge en étant en train d'être formé théologiquement à la faculté Jean-Calvin d'Aix en Provence. Et puis, que Dieu puisse vraiment envoyer des ouvriers dans la moisson et t'affermir dans cet appel et dans le travail que tu fais déjà en prêchant la parole occasionnellement. Mais à continuer la réforme, Semper Reformanda. Et puis, merci en tout cas pour ta participation aujourd'hui, pour nous présenter l'histoire de ce pays, de ce peuple et l'œuvre de Dieu, de son peuple sur cette île. Merci, Dan. Merci à toi, Pascal. C'est ce qui met fin à notre émission d'aujourd'hui. Au moment d'enregistrer, on est à peu près 2 mois avant la sortie de l'émission. Je n'ai pas pensé à vérifier avec toi, Dan, s'il y a quoi que ce soit qui s'en vient qui serait intéressant à annoncer au printemps, une conférence que tu voudrais promouvoir, un événement quelconque, ou juste nous donner l'adresse du site web de l'Église peut-être pour des gens de Maurice qui découvriraient en même temps qu'ils écoutent. Alors, on n'a malheureusement pas de site web encore. C'est un projet. Alors, toi, tu es occupé à faire les sites des gens comme moi ou d'autres. Ouais, on a une expression pour ça. Je veux te le dire en créole. C'est balayer la cour, mon prochain avant balayer mon propre la cour. Après moi, ça veut dire qu'il faut balayer chez le voisin avant de balayer chez nous, quelque chose comme ça? Ouais, mais c'est ça en fait l'erreur, de balayer chez l'autre avant de balayer chez soi. Oui, c'est ça. Exact. C'est ce que, ouais, donc il faudrait qu'on mette en place un site. Mais on a une chaîne YouTube qu'on pourrait partager d'ailleurs. Mais des conférences, pour l'instant, on n'en a pas, ce que je sache. On en discuter avec le pasteur, mais... OK. Quel est le nom de la chaîne? Rien de soit prévu pour l'instant. Pardon? Le nom de la chaîne? Ouais, c'est Sovereign Grace Baptist Church. Je peux te le mettre en chat si tu veux. Ouais, OK. Voilà, je vais le mettre en lien. Et puis, je pense qu'on te retrouve même de tes sermons. Ouais, mes sermons sont justement sur la chaîne YouTube. Ouais, mais il faut parler la langue de Shakespeare pour pouvoir les comprendre. Exactement, je parle en fait le français. Tu prêches en français? Ouais. Bon, il y a momentanément des mots en créole, mais je prêche en français. OK, mais l'église s'appelle Sovereign Grace. Et vous faites dans les 2 langues? En fait, c'est l'affiliation américaine. C'est à cause du pasteur américain. Donc, en anglais, Sovereign Grace Baptist Church. Oui, c'est ça. Mais l'église, elle est anglophone, francophone? Elle fait les 2?
Elle a commencé anglophone OK. parce que Jason bon, ne parle que l'anglais. OK. Donc, elle a commencé comme ça à l'église, mais avec le temps, en fait, parce qu'il y avait de moins en moins de personnes qui venaient qui parlaient seulement l'anglais, qui comprenaient pas le créole ni le français. Donc, on a basculé vers le français et le créole. OK. Je pense que d'ailleurs, ça aide mieux, en fait, les gens à comprendre parce que l'anglais, je dirais, c'est la langue la moins accessible, bien que tout le monde comprend un peu, ou d'autres qui sont peut-être un peu plus comme moi ou les jeunes de ma génération à comprendre parfaitement l'anglais et à y parler assez couramment. Mais pour une certaine génération, l'anglais est beaucoup moins accessible. D'accord. Donc, on Ouais. préfère parler le français et le créole. Ouais, c'est un peu comme au Québec, c'est un autre point de ressemblance. Nos parents, plusieurs d'entre eux là, se débrouillent pas trop en anglais ou ils se débrouillent et les embrouillent. Et puis la jeune génération parle un petit peu plus l'anglais. Ben justement, la semaine prochaine, si le Seigneur le permet, on se déplace de l'océan Indien pour revenir dans notre belle province, chez nous au Québec, parce qu'il sera question de la Révolution tranquille et de l'Église. Je reçois le théologien Francis Denis, ou animateur en tout cas dans les médias, plutôt du côté catholique. Je l'ai connu par le biais d'un podcast qu'il animait, Parésia, et puis il vient de publier un livre sur une révolution pour rien, où il fait un regard sur la Révolution tranquille, mais la posture de l'Église catholique au sein de cet événement, de ce tournant dans l'histoire du Québec, qui est vraiment un passage important, mais nous donner un autre point de vue que celui des historiens, si on veut, officiels ou professionnels, qu'ils ont habituellement sur la posture de l'Église, qui s'est vu un peu perdre sa place, sa prédominance dans la société, dans la culture. Et puis, Francis Denis a un point de vue intéressant, mais on discutera parce que cette période de l'histoire coïncide aussi avec le réveil évangélique. Alors, je serais intéressé à voir son point de vue sur la question. Je devrais l'interviewer conjointement avec le pasteur Vincent Lemieux, puisque c'est lui qui m'avait recommandé son ouvrage. Alors, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine si le sujet vous intéresse. Puis, s'il ne vous intéresse pas, connectez-vous quand même. Ça va peut-être développer un intérêt et vous faire découvrir quelque chose de l'histoire du Québec et de l'histoire de l'Église au Québec. Alors voilà, je vous remercie d'avoir été des nôtres. Merci encore à toi, Dan. Que le Seigneur puisse te Merci bénir. à toi, Pascal. Ouais. On reste en contact. On espère lancer la boutique. Peut-être qu'elle est déjà lancée au moment de lancer cette émission. La boutique de... c'est quoi? C'est Shop Coramdeo ou Coramdeo Shop? Et puis... Shop Coramdeo. Et c'est une façon de soutenir l'œuvre missionnaire outre-mer en visitant cela. On va voir s'il sera prêt. Là, peut-être que je parle trop vite. Mais en tout cas, merci Dan aussi pour non seulement l'émission d'aujourd'hui, mais beaucoup de ton aide avec le graphisme. Et puis voilà, que Dieu vous bénisse, chers auditeurs. À la semaine prochaine. On dirait que c'est le jour intense chez vous. Il fait très soleil. Il fait noir à cette heure-ci chez toi? Ah ouais. Tu sais, à l'île Maurice, il fait noir en été à partir de 5h30, 6h. Ouais, c'est ça. À 5h30, 18h? Ouais, le soleil commence à se coucher et vers 6h, ouais. Ah oui, c'est... On va dire c'est la nuit. Parce que la nuit. Wow. C'est vrai, parce que vous t'es dans l'hémisphère sud, là. Ouais, exactement, tout près de l'équateur. Ouais. Non, chez nous, l'été, il fait soleil jusqu'à 21h presque. Disons là, dans le point le plus haut là, de l'été au Québec. Pas le plus haut au Québec, là, parce que là, tu peux te rendre presque jusqu'au pôle Nord, là, mais là où je vis, on a de la clarté jusqu'à 21h, le plus
dans le plus longtemps d'ensoleillement. J'aurais de la difficulté, moi, avec ça. Soleil qui se couche à 18 heures en plein été. Ouais, on est habitué, hein. Mais il n'y a pas beaucoup de variations. Été-hiver, là, vu que tu es proche de l'équateur. Là, Ouais, il n'y a que ça, il y a seulement 2 saisons, été, hiver, et ouais. c'est ça. Donc, je crois que ouais, l'été, ça commence vers fin d'octobre jusqu'à fin d'avril. Et le reste de l'année, c'est l'hiver. Ouais. Mais c'est pas le vrai hiver. C'est la triche. T'as jamais vu la neige, toi? Non, jamais vu. Oui, c'est ça. T'es sorti quand même de l'île. Non, jamais. Ah non? OK. Mais t'as vu, Ouais. il a déjà neigé. Donc, vous avez quoi? Il fait dans les 5-6 degrés pendant l'hiver? Non, non, je dirais pas. Peut-être au plus d'aller. En fait, il fait plus froid sur le centre de l'île, le plateau central. Donc, je vais dire peut-être vers 12, 13 degrés, euh, pas en dessous. Peut-être 10 minimum. Hmm. OK. OK. Mais t'as déjà vu de la neige quand même. J'aurais pas pensé. Donc, tu vas bien, toi? Ça va? Un peu de fatigue. J'ai un air de coincé dans le cou, là, mon gars. Donc, Ouais. si je grimace un peu pendant l'émission, c'est Ouais, mais pas à cause tu de fais ce que pas des tu dis, là. exercices pour ça? C'est peut-être ta posture aussi. Il Non, faut surveiller de temps en temps. j'ai fait trop d'exercices, là, donc je me suis Ah, coincé peut-être, ouais. à faire des pompes. Ouais. Ce que je disais Peut-être à qu'il Fred. faudrait que tu consultes un chiropracteur, un kiné, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Exact. Allez, bonne nuit. Allez, mon frère. Merci encore et bah, bonne fin de journée à toi. Ouais, c'est Bon milieu de après-midi. l'après-midi, là, il me reste un peu de travail. Ah ouais, ok, ok. Allez, top, mon frère, on reste en contact. Salut.